À l'évidence, le régime de la République islamique vit en ce moment même une sorte de mutation génétique. On passe de la théocratie, telle qu'incarnée par l'imam Khomeini, 1979, à une forme de régime, certes théocratique, mais amplement militarisé. Et ceci se mesure effectivement à l'aune de l'influence croissante du corps des passedarans, les gardiens de la Révolution, qui, non contents de former les rangs de l'armée idéologique du régime depuis l'origine, sont aujourd'hui des acteurs économiques, par exemple cardinaux. Ils contrôlent, par le biais de fondations ou de sociétés écrans, des pans entiers de l'économie iranienne qui vont du transport portuaire jusqu'à la chirurgie laser. Alors, ce qui est frappant, c'est que d'abord, dans la culture chiite, en théorie, ce qui se passe sous mon toit ne regarde que moi. À partir du moment où je respecte les normes de l'État islamique, notamment vestimentaires, les normes comportementales, on ne vient pas me chercher des crosses. Ça, c'est en théorie, ça n'empêche pas parfois les gardes-chiourmes du régime de faire irruption dans un mariage, dans une soirée, pour châtier ceux qui ne respectent pas les règles du jeu. Donc au fond, la société iranienne vit dans une sorte de schizophrénie consentie, organisée, et la transgression, elle passe par des gestes symboliques. Alors, il y a ces images qu'on aime tant en Occident, de la femme qui, au lieu de porter un voile opaque et terne, va porter un châle coloré, va laisser échapper une mèche de cheveux, va se maquiller plus que ne le prescrit la norme, etc., etc. Mais ça prend bien sûr d'autres formes. Par exemple, il y a un formidable film qui s'appelle Hors-jeu, d'un cinéaste iranien, Jafar Panahi, qui a été arrêté voilà quelques jours par les autorités, qui raconte comment des jeunes filles, en se grimant, en se déguisant en hommes, avaient réussi à pénétrer dans les gradins d'un stade de foot, ce qui leur était totalement interdit. De même, il y a eu la reconquête d'espaces de relative liberté, le vélo, l'équitation, et c'est par ces petites batailles-là, au jour le jour, et souvent d'ailleurs par le canal des femmes. Il ne faut jamais oublier qu'il y a aujourd'hui plus d'étudiantes que d'étudiants à l'université en Iran. C'est par ce canal donc que cette sorte de guérilla permanente par la transgression se joue. Il y a un invariant dans la doctrine iranienne, je dirais persane, de Cyrus le Grand jusqu'à Mahmoud le Petit. L'ambition, c'est d'avoir son rond de serviette à la table, au banquet des grands de ce monde. C'est-à-dire que l'Iran veut absolument être traité avec les égards dus à une superpuissance régionale sans laquelle aucun arbitrage ne peut se faire. Afghanistan, Irak, Pakistan, tout ce que l'on voudra. Alors, ce qui est assez frappant en ce qui concerne les moyens, c'est que, bien sûr, l'Iran a une capacité de nuisance indéniable et en fait usage, au Liban via le Hezbollah chiite, en Irak, évidemment, via ses affidés, même s'ils ne sont pas parvenus à prendre le contrôle politique de l'ancienne Mésopotamie. Mais ce qui est, me semble-t-il, très significatif, c'est que cette ambition, elle a défié les allégeances idéologiques du régime. Elle existait jadis, elle existait sous le Shah d'Iran, elle existe aujourd'hui. Simplement, il est vrai que quand on prend le dossier nucléaire, dossier ô combien brûlant aujourd'hui, j'ai la conviction, à tort ou à raison, que l'enjeu pour l'Iran est moins de détenir l'arme nucléaire pour l'utiliser que de la détenir pour être traitée avec les égards qui sont dus aux puissances nucléaires.